Cet épisode s'ouvre sur une scène d'enquête improvisée qui donne l'impression d'un film noir joué par les mauvaises personnes. Aydan, Ayfer et Seyfi s'installent dans le restaurant. Ayfer en surveillance, les autres partent fouiller les toilettes, la cuisine, les recoins. Alex a disparu. Personne ne l'a vu. Il ne répond pas au téléphone. Le personnel explique qu'il disparaît souvent sans prévenir, comme si c'était normal. Et honnêtement, cette information aurait pu clore l'enquête immédiatement. Mais Aydan et Ayfer semblent trop engagés dans leur scénario catastrophe pour envisager la version simple. On retrouve ici quelque chose qui ressemble beaucoup à leur façon de fonctionner depuis le début. Elles grossissent ce qu'elles ne comprennent pas, jusqu'à ce que ça devienne ingérable. Pendant ce temps, Perul est en guerre contre son propre reflet. Elle mange sans arrêt, a mal à la tête, s'inquiète pour sa peau, craint les vergetures, panique à l'idée de ne pas pouvoir les éliminer après l'accouchement. Engin tente de la rassurer. Le miroir grossissant déforme son image, elle est parfaite, chaque femme vit sa grossesse différemment. Elle lui reproche de ne pas comprendre, puisqu'il n'a jamais porté d'enfant. Et puis elle lui ordonne d'aller acheter des goyaves, lus quelque part comme remède miracle. Ce que la série laisse percevoir à travers cette scène, c'est quelque chose de très réel. La grossesse amplifie tout. Les peurs, les exigences, les contradictions. Et Engin qui part acheter des goyaves sans discuter, donne l'impression de quelqu'un qui a compris que, parfois, la seule bonne réponse, c'est d'aller chercher les goyaves. Serkan et Eda préparent un terrarium ensemble. Elle lui rappelle qu'il lui en avait fabriqué un autrefois, de ses propres mains. Il ne s'en souvient pas. Mais ils commencent quand même. Ils ajoutent des plantes, en retirent, cherchent l'harmonie. Et Eda dit quelque chose de simple qui semble résonner bien au-delà du terrarium. Les plantes apprennent à cohabiter dans un espace réduit. Ce moment-là donne l'impression d'une métaphore que la série pose délibérément. Deux personnes qui construisent quelque chose ensemble, qui ajustent, qui retirent ce qui ne va pas, qui cherchent l'équilibre. Serkan est troublé, il ne se rappelle pas, mais son cerveau semble conserver des bribes de quelque chose. Et on a l'impression que ces bribes-là, à force, vont finir par faire une image. Céline les observe depuis sa voiture. Elle appelle Denis et lui reproche de ne jamais être là où il faut. Denis arrive peu après et interrompt le moment. Et puis, Céline simule un accident. Une voiture percute quelque chose. Serkan est immédiatement inquiet, appelle une ambulance. Céline refuse l'aide d'Eda et reste froide avec elle. Ce qui est intéressant ici, c'est moins l'accident que ce qui le précède. Céline qui observe depuis sa voiture, qui appelle Denis, qui provoque ensuite une situation qui force Serkan à venir vers elle. La série laisse percevoir une femme qui utilise ce qu'elle a pour maintenir un lien qui lui semble de plus en plus fragile. Le soir, Serkan se retrouve seul dans la cuisine. Il s'interroge sur des objets étranges dans la maison, se demande pourquoi ils sont là. Et pendant ce temps, Eda est chez elle à repenser au bon moment passé avec lui. Ces deux scènes en parallèle, lui qui tourne autour d'objets qu'il ne reconnaît pas, elle qui retrouve des souvenirs qu'il a perdus, donnent l'impression d'une même histoire vécue à l'envers par deux personnes différentes. L'un cherche, l'autre se souvient. Et les deux semblent seuls avec quelque chose qu'ils ne peuvent pas partager. Le lendemain matin, Céline écoute un enregistrement. Mélo y affirme que la relation entre Eda et Denis n'est qu'un stratagème pour rendre Serkan jaloux. L'enregistrement a été fait en secret. Denis le découvre et exige qu'elle l'efface. Céline refuse. La tension monte autour de la confiance. Et honnêtement, cette scène laisse percevoir quelque chose d'important. Céline ne réagit pas comme quelqu'un qui apprend une révélation. Elle réagit comme quelqu'un qui vient de trouver une arme. La différence entre les deux, dans cette série, est souvent la ligne entre quelqu'un qui souffre et quelqu'un qui contre-attaque. Aydan rêve qu'elle est arrêtée par la police pour le meurtre d'Alexander Suko. Elle clame son innocence, les preuves semblent l'accabler, elle est emmenée sous les yeux de sa famille. Elle dit adieu à son fils. Et elle se réveille convaincue que la prison est imminente. Quand Serkan arrive pour le petit déjeuner, elle tente de garder son calme. Il remarque qu'elle semble pâle. Elle met ça sur le compte du maquillage. Et puis la police arrive réellement pour l'interroger, sur la disparition d'Alexander Suko, signalée depuis 48 heures. Ce passage du cauchemar à la réalité, la série le fait avec une fluidité qui est presque cruelle. Aydan ne sait plus très bien où s'arrête le rêve. Ayfer, interrogée séparément, affirme ne pas savoir où est Alex. Elle rappelle qu'il disparaît parfois volontairement, sans prévenir. Ce qui est peut-être vrai. Ce qui est aussi, dans ce contexte, exactement ce qu'elle aurait dit si ce n'était pas vrai. La série laisse les deux possibilités ouvertes, et c'est peut-être ça, le vrai talent de cet arc narratif. On ne sait plus quoi croire.
Et Aydan, qui finit par craquer et déclarer à voix haute qu'elle a tué Alex, devant sa famille, donne l'impression d'une femme que la culpabilité est en train de consumer de l'intérieur. Au bureau, Eda reçoit un appel de Denis et commence à organiser leur lune de miel, à voix haute, dans le bureau partagé. Serkan intervient, il lui reproche de téléphoner au bureau. Elle lui répond qu'il partage cet espace depuis des mois et qu'il ne l'a jamais dérangé pour ça. Denis, au téléphone, provoque Serkan. Serkan rougit, nie être jaloux, répète qu'il n'est pas jaloux. Et plus il le répète, plus on a l'impression du contraire. Ce moment est drôle. Mais il dit quelque chose de plus sérieux. Serkan réagit à Denis d'une façon qui ne ressemble pas à de l'indifférence professionnelle. Et lui-même semble le savoir, puisqu'il finit par demander qu'on le laisse tranquille. Chez Haïfer, on sert un repas qui semble être un repas d'adieu pour Alex, considéré comme mort, au moins dans leur esprit. Seifi veut garder les restes pour lui. La discussion glisse vers ce qu'il faut faire, se rendre à la police ou fuir. Aydan est pour la fuite. Haïfer hésite. Et honnêtement, cette scène m'a fait sourire malgré tout, parce que préparer un repas funèbre pour quelqu'un qui semble probablement vivant quelque part, c'est le type d'absurde que seule cette série sait faire avec autant d'aplomb. Yeren réapparaît avec une nouvelle couleur de cheveux. Elle est redevenue blonde. Ferit remarque que ça lui va mieux. Elle lui dit de ne pas laisser refroidir son café et s'en va. Ce moment-là est court, mais on a l'impression que quelque chose a changé en Yeren. Pas dramatiquement, pas avec une déclaration. Juste une couleur de cheveux retrouvée et une façon de marcher qui donne l'impression de quelqu'un qui recommence à être elle-même. Et Erdem qui refuse de retourner au bureau tant que Leila n'est pas là, qui dit qu'il perd le nord sans elle. La série glisse ici quelque chose de doux et de presque inattendu sur ce duo qu'on n'avait pas vu venir. Serkan prépare une surprise. Il veut organiser un dîner avec Eda. Il charge Melo de lui transmettre l'adresse du restaurant sans rien révéler. Ce détail laisse percevoir quelque chose de nouveau chez Serkan dans cet épisode. Il ne réagit plus. Il initie, il prend une décision, il organise. On retrouve ici quelque chose qui ressemble à un homme qui a peut-être commencé à comprendre ce que le conseil d'Engan lui disait, qu'il faut clarifier, décider, agir. Et ce dîner organisé en secret, pendant qu'Eda planifie une lune de miel avec Denis et qu'Aydan envisage de fuir le pays, donne l'impression d'un épisode qui pose ses pièces très soigneusement avant de tout faire bouger. Ce que cet épisode laisse percevoir surtout, c'est que les choses bougent maintenant, mais pas de façon spectaculaire. Un terrarium construit ensemble, un rougissement nié, un dîner organisé en secret, des goyaves achetées sans discuter. Ce sont des détails. Et pourtant, la série semble suggérer que c'est dans ces détails-là que tout se joue. Pas dans les grandes confrontations, pas dans les ultimatums, dans les petits gestes qui finissent par dire quelque chose que les mots n'arrivent pas encore à formuler. Dites-moi en commentaire, ce dîner que Serkan organise en secret pour Eda, vous pensez que c'est le signe qu'il a enfin décidé quelque chose, ou on a l'impression qu'il va encore hésiter? Je lis tout. Un like et un abonnement, ça m'aide vraiment chaque semaine. Merci d'être là. Rendez-vous tout de suite pour l'épisode 104, le dîner secret, Céline avec son enregistrement, Aydan et Haïfer qui semblent sur le point de prendre une décision irréversible. Moi, j'ai l'impression que cet épisode a planté toutes les graines. Le suivant va les faire pousser.